Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, critique passionnée de podcasts. Ce que je préfère dans ce média, c'est quand il nous donne accès à des histoires intimes, à des parcours de vie d'anonymes qui livrent leurs souvenirs au micro de journalistes souvent aussi curieux qu'empathiques. Et en termes d'empathie, il y a un journaliste dont j'adore la posture, c'est Julien Cernobori, l'auteur des podcasts Super Héros et Cerno l'Anti-Enquête. Julien Cernobori, j'ai d'abord découvert son travail avec Super Héros, un podcast qu'il avait lancé début 2017 chez Binge Audio et qu'il produit lui-même depuis 2020. Le principe est simple, une personne raconte sa vie, plus ou moins rocambolesque selon les cas, et son récit est monté sous forme de feuilleton, 6 ou 7 épisodes à chaque fois, d'une dizaine de minutes environ, avec des cliffhangers dignes des meilleures séries américaines. J'ai adoré l'histoire de Paul, un jeune journaliste parti couvrir la guerre dans le Donbass sans aucune expérience, celle de Vanessa qui est tombée dans la drogue hyper jeune ou encore celle d'Hélène dont la maladie a permis de révéler un secret de famille. Une nouvelle saison vient de sortir pour la première fois depuis 2 ans, dans laquelle on découvre l'histoire de Benoît, qui tourne elle aussi autour d'un secret de famille. C'est très bien raconté, très efficace dans la narration, il n'y a ni longueur ni détours inutiles. Pourtant, les chemins de traverse, c'est un peu devenu la marque de fabrique de Julien Cernobori depuis qu'il a lancé Cerno l'Anti-Enquête en juin 2019. Le point de départ de ce podcast, c'est une affaire criminelle des années 80, celle de Thierry Paulin, surnommé le tueur de vieilles dames. Le journaliste s'intéresse à lui parce qu'il apprend, un peu par hasard, que l'amant et complice du serial killer a habité dans l'immeuble où il vit. Mais dès les premiers épisodes de Cerno l'Anti-Enquête, on comprend que ce qui intéresse Julien Cernobori, ce n'est pas le crime, ce sont plutôt les victimes et le souvenir qu'il reste d'elles plus de 30 ans après leur mort. Et puis aussi, et peut-être même surtout, la vie des gens qu'il croise au gré de son enquête et qu'il arrive à mettre en confiance en 2 minutes. Comme dès l'épisode 2, dont vous allez entendre un extrait, où il sonne chez un voisin d'une victime. Germaine Petito, ça. Germaine Petito Michel, je crois. Ah, Michel, voilà. Oui. Madame Michel. Vous vous souvenez de cette personne ? Bien sûr. Elle habitait au-dessus. Et vous l'avez bien connue, vous, monsieur ? Oui, je l'ai connue, oui. Des années, on habitait ensemble, oui. C'était quel genre de personne ? C'était quelqu'un de très gentil, Ouais. très honnête, et on l'a connue comme ça. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie ? Elle avait les tailleurs dans les coutures, je crois. D'accord. Comme moi, je l'ai connue, c'était personne âgée. D'accord. 73, je suis arrivé en France. Ouais. À 75, j'ai commencé à habiter ici. Et Raymond m'a dit que vous étiez turc. Oui, d'Istanbul. Et qu'est-ce qui vous a amené en France ? Comme j'étais bottier, Bottier ? oui, je suis bottier, et j'avais un ami qui travaillait chez Yves Saint Laurent. Ouais. On est arrivé ici parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire des chaussures dans les rayons de chaussures. À cette occasion, je suis arrivé. J'avais 26 ans. Vous étiez un tout jeune homme, en fait. Oui. Vous avez l'air très sympathique. Vraiment ? Oui. Oui, dans la vie, il faut rester toujours souriant. Pourquoi ? Pour être heureux. Donc la base, c'est ça, c'est sourire, comme ça on est heureux, quoi. Exactement. Exactement. Excuse-moi, si vous voulez entrer. Volontiers, je vous dérange pas ? Non, entrez. Merci. Voilà, 2 minutes de conversation et le monsieur l'invite à rentrer chez lui. Je ne sais pas comment il fait, mais en tant qu'auditrice, j'ai l'impression que Julien Cernobori arrive toujours à craquer le code, à trouver le bon bout par lequel prendre les choses pour que les gens s'ouvrent à lui. Cerno l'Anti-Enquête, c'est donc une longue galerie de portraits qui ont parfois un lien avec l'affaire criminelle et parfois pas, mais qui sont toujours assez touchants par leur spontanéité. C'est parce qu'il réalise ces 2 podcasts très différents que j'ai voulu interroger Julien Cernobori sur son travail et sur ses méthodes. Bonjour Julien Cernobori. Bonjour Mathilde. Vous faites partie des premiers journalistes français à avoir quitté la radio pour vous lancer dans le podcast natif. Qu'est-ce qui vous plaît dans le format podcast ? Ou alors qu'est-ce qui vous déplaisait à la radio ? Ce qui me plaît dans le podcast, c'est la liberté totale. C'est le rapport direct avec les auditeurs, c'est le fait de travailler à mon rythme.
de faire vraiment ce que je veux, de raconter les histoires que je veux sans avoir à rendre de compte, sinon à mes auditeurs. Et c'est super agréable en fait pour moi. Et ce qui me déplaisait à la radio, c'est tout l'inverse en fait, le fait qu'on doive respecter des durées, qu'on doive essayer de convaincre des directeurs pour qu'ils acceptent nos projets, de devoir respecter des directives. Et du coup là, je peux me lancer dans des projets un peu fous, un peu invendables. Et ça, c'est vraiment très agréable. Est-ce que c'est pas trop solitaire au bout d'un moment de travailler tout seul? C'est un peu solitaire, mais je suis en rapport quotidiennement avec mes auditeurs. Et maintenant, je travaille avec un apprenti à qui j'essaie de transmettre les bases du montage de l'interview. Il vient travailler chez moi quelques jours par semaine et donc je suis plus vraiment seul. Dans Cerno, l'anti-enquête, vous pratiquez l'interview micro ouvert, c'est-à-dire que rien n'est préparé, en tout cas très peu, et puis vous arrivez, vous voyez qui vous trouvez et vous improvisez un peu la conversation, les questions que vous allez poser. Comment ça vous est venu cette façon-là d'interviewer les gens? Je sais que vous l'avez pratiqué aussi à la radio avant de faire du podcast. C'est venu un peu par hasard parce que avec une collègue, quand je travaillais à France Inter, j'étais jeune journaliste, j'aimais pas trop ce métier de journaliste. J'aimais pas justement interviewer des stars, préparer mes interviews, j'étais assez mauvais pour ça. Et on a vendu un projet un peu sur une plaisanterie à la direction de France Inter à l'époque, qui s'appelait Village People. On partait tous les deux dans un village, sans préparer pour faire des rencontres. Et on arrivait donc micro ouvert. Et on voulait faire tout l'inverse de ce qu'on nous avait appris. Donc préparer à fond, choisir ses interlocuteurs. Donc on voulait vraiment au contraire se laisser dépasser, surprendre et tout. Ça me correspondait pas vraiment, parce que je suis quelqu'un d'assez organisé, mais j'ai commencé vraiment à adorer ça. Quand j'ai compris que avec chaque interlocuteur, finalement, il y avait une histoire énorme, assez importante à trouver, à écouter. Quand on a le temps et qu'on peut vraiment écouter les gens, c'est vraiment... J'adore ça, quoi. Et j'ai jamais pu faire autre chose autrement, quoi. Mais comment on fait pour que les gens vous parlent? Parce que quand on arrive, on dit bonjour, je m'appelle Julien. Souvent, vous leur dites même pas je fais un podcast sur. Vous faites un peu comme si le micro n'était pas là, sauf s'ils vous posent la question. Comment on fait pour ouvrir les gens? Ce que vous faites en ce moment, c'est on regarde bien. On écoute beaucoup. Quelque part, je suis pas vraiment arrogant quand j'arrive avec un micro. Ça peut surprendre un peu les gens, mais je les rassure par mon attitude, par mon body language, en fait. Je les aborde avec douceur. Et très vite, je pense que je leur fais comprendre que je suis pas là pour les piéger, mais au contraire pour leur permettre de s'exprimer, de se raconter. Et souvent, c'est un très bon moment, en fait, autant pour eux que pour moi. On se rend compte que les gens ont besoin de parler. Ils n'ont pas souvent l'occasion de le faire. Dès qu'ils se rendent compte de ça, en fait, ils en profitent. Est-ce que vous pensez que tout le monde a une bonne histoire à raconter? Oui, ouais, vraiment. Ça vous est pas arrivé depuis 4 ans presque que vous êtes sur le terrain pour Cerno l'anti-enquête, d'interviewer quelqu'un et puis de vous dire en fait c'est pas très intéressant ce qu'on me raconte, je vais le couper au montage? Jamais. Quand c'est un peu moins intéressant, ça arrive, je diffuse juste un peu moins, en fait, je réduis beaucoup plus, quoi. Dans Super Héros, vous avez une méthode un peu différente, c'est des histoires que vous choisissez à l'avance. À quel point vous connaissez les tenants et les aboutissants de l'histoire avant de les enregistrer au micro? C'est souvent des gens qui sont dans mon entourage, des amis pas très proches, dont je connais des bribes de leur histoire, en fait. Et c'est vraiment en interviewant que je découvre qui ils sont, ce qui s'est passé vraiment dans les détails, parce que c'est des interviews qui sont très très longues. C'est un peu une maïeutique, quoi. J'essaie vraiment de faire accoucher les esprits, quoi. Et déjà, moi-même, pour comprendre, pour trouver une espèce de dramaturgie, de film narratif, et aussi pour aider les gens. Quand on demande aux gens de raconter leur vie, ils ont très peu de choses à raconter, les souvenirs arrivent un peu en désordre, et donc il faut beaucoup de temps pour faire parler, pour que les souvenirs arrivent, et pour trouver une cohérence dans tout ça. En fait, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est trouver une cohérence dramaturgique, en fait, dans les existences. Comment ça se déroule une interview pour Super Héros? C'est en une seule prise? C'est chez vous, chez eux? Ça dépend. Parfois, je me souviens par exemple de Vanessa, c'était en une seule prise. Je sais qu'elle était restée 7 heures chez moi. Donc voilà, ça a été une espèce de marathon. Mais sinon, je le fais souvent en plusieurs fois, à intervalles réguliers, 1 fois par semaine. Un peu comme pour une psychanalyse en fait. Oui, il y a une démarche très thérapeutique en fait dans ce que vous décrivez. Oui, et je constate que c'est quelque part souvent thérapeutique. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont raconté leur histoire, qu'ils l'ont déposée,
qu'elle est ensuite partagée, qu'elle est écoutée par plein de gens. C'est comme s'il s'était un peu délesté de cette histoire, qu'il n'avait plus besoin de la ruminer. Et souvent, ils m'ont dit, mes témoins, mes interlocuteurs m'ont dit, l'histoire est toujours là, mais j'ai pu passer à autre chose. J'aimerais qu'on écoute la fin de l'épisode 3 de la toute nouvelle saison de Super-Héros qui vient de sortir. Un certain Benoît raconte qu'après la mort de sa grand-mère, une fois qu'il a réglé la succession avec sa famille, il va déjeuner avec sa mère pour faire un point. On est en train de voir ce qu'on prend chacun entre les verres d'un côté, les assiettes de l'autre, l'argenterie, voilà. Enfin, il y a pas mal de choses qui dataient de ma grand-mère et d'avant. Donc on se dit, il y a des choses qu'on va vendre, des choses qu'on va garder, voilà. Est-ce que tu veux ça dans ton appartement, voilà, etc. Et ma mère me dit, tiens, il faudra que je te donne aussi une enveloppe avec des photos dedans. Tu sais, il y avait plein de photos souvenirs à la maison. De temps en temps, on t'en montrait chez ta grand-mère. Mais il y a autre chose. Mais bon, tu t'en doutes un peu. Mais je me doute. Oui, enfin. Et en fait, là, tout d'un coup, je me dis, mais de quoi me parle-t-elle, quoi ? Et en fait, elle me dit pas. Elle me dit, mais tu t'en doutes. Et avec une espèce de même pas une froideur, mais un truc, tu t'en doutes un peu, quoi. Comme si elle savait que je m'en doutais. Mais je me doute de rien. Et je dis, mais quoi, maman, de quoi tu me parles, là ? À suivre. Julien Sarnobory, vous avez un sens aigu du cliffhanger de la fin d'épisode qui donne très, très envie d'écouter la suite. D'où ça vous vient ? Alors je suis toujours, un peu moins maintenant, mais un grand consommateur de séries. Quand j'ai eu l'idée de Super-Héros de faire raconter aux gens, j'en ai parlé à un ami de la radio qui m'a tout simplement dit « mais tu devrais faire des cliffhangers » et tout. J'avais pas pensé. Il s'appelle Alexandre Leno, je l'en remercie. Du coup, c'est vrai que je me suis dit « oui, c'est vrai, je pourrais travailler ce matériau radio comme de la série télé et obliger un peu l'auditeur à s'accrocher, quoi, et à écouter l'épisode suivant. » Et finalement, c'est presque un jeu entre l'auditeur et moi. Est-ce que vous avez la même méthode de travail et d'écriture sur Cerno et sur Super-Héros, ou est-ce que c'est différent, et si ça l'est, en quoi ? Alors c'est très différent. Bon, déjà, l'interview n'est pas la même. Sur Cerno, j'ai très peu de temps avec des gens que je connais pas, je sais pas du tout ce qu'ils vont me raconter. J'essaie de faire des liens avec l'affaire criminelle, mais sinon, je sais pas du tout ce qu'ils ont à me dire. Avec Super-Héros, je prends plus le temps, c'est moins une performance. Et donc, dans le montage, le problème, c'est que je me retrouve avec des heures et des heures de rush. Là, je suis en train de monter le prochain Super-Héros. J'avais 13 heures de rush, une fois de plus. Et j'en suis à 6 heures et ça fait... je suis depuis le mois de mars, quoi. Donc, c'est un travail qui est énorme. Alors, autant dans Cerno, je garde un peu tout ce qu'on appelle un peu le gras, tout ce qui est un peu superflu, tous les moments de vie. Et dans Super-Héros, j'enlève tout ça pour garder que le squelette. Ouais, c'est assez compliqué à monter. Et c'est plus un travail d'endurance. Je passe beaucoup de temps, je réécoute, jusqu'à ce que je trouve vraiment le rythme. Les cliffhangers, ça passe par les cliffhangers. Dès que je trouve un cliffhanger, je sais que je peux passer... je sais que c'est la fin de mon épisode, que je peux passer au suivant. Ouais, c'est très, très, très lent, quoi. Donc pour vous, l'écriture, elle se fait presque uniquement au montage, en fait ? Uniquement. Vous captez, et puis après, vous voyez ce que vous gardez ? Oui. On va faire un spoiler. Dans la nouvelle saison de Super-Héros, Benoît parle d'un journaliste qui a été l'un des personnages de son histoire, et ce journaliste, c'est vous. On le devine parce qu'il le laisse entendre dans le prologue, et pourtant, il dit pas tu, il dit il, alors qu'il vous parle à vous. Pourquoi ne pas avoir gardé un tu ? Pourquoi avoir essayé de vous anonymiser au sein de votre propre podcast, alors que l'auditeur comprend que c'est vous ? Alors, tout le monde ne comprend pas. J'avoue que c'est un dialogue que j'ai enregistré, c'est un entretien que j'ai enregistré il y a pas mal de temps. Et au départ, je voulais vraiment couper toutes mes questions. Parce que j'avais été protagoniste de l'histoire. Je voulais que ça se lise comme un roman. J'ai demandé à mon interlocuteur d'occulter le fait que c'était moi, le journaliste. Mais je vais quand même, alors spoiler, je vais essayer de raconter moi-même ma version de l'histoire. Bientôt dans un bonus. On sent que votre propre place au sein de votre travail, c'est quelque chose qui change. Parfois, vous laissez vos questions, on vous entend jamais trop, mais on vous entend parfois plus. Et puis, parfois, il y a des périodes où vous vous effacez complètement. Est-ce que vous n'avez pas encore trouvé la réponse de à quel point vous avez envie qu'on vous entende, vous ? Je travaille beaucoup sur Cerno. Je suis tout le temps en train de faire du montage.
tout le temps en train de faire des entretiens, des reportages, et je m'entends toute la journée. Et c'est vrai que quand je fais du montage, je me supporte plus. Et je m'enlève un maximum, sauf quand on a besoin que je sois là pour être un passeur. Je veux pas lâcher l'auditeur, je veux qu'il soit toujours quand même avec moi. Mais voilà, je me supporte plus, je supporte pas mes questions. Donc je garde vraiment ce qui est nécessaire, quoi. Après, oui, il y a une question de légitimité. Je me suis pas toujours senti légitime, je pense, dans le fait de poser des questions, parce que j'ai une méthode de travail qui est pas académique, pas habituelle. Et de plus en plus, j'apprends à me sentir légitime et à me dire que je peux exister aussi. Vos auditeurs sont très attachés à vous, à votre personnage, notamment dans Cerno, l'anti-enquête, puisque ça fait 4 ans que vous travaillez sur cette enquête fleuve autour de Thierry Paulin et de ses victimes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette affaire pour que vous y dédiez votre vie professionnelle depuis si longtemps ? C'est quoi l'élément qui fait que vous n'arrivez pas à décrocher de cette affaire ? Parce que tout de suite, je l'ai conçu comme une expérimentation. C'est-à-dire que j'avais un point de départ. L'un des 2 tueurs habitait dans mon immeuble dans les années 80. Et je me lance dans cette affaire et je vois où ça me mène. Et j'ai aucune raison d'arrêter parce que je ne peux pas aller au bout, en fait. Il y a toujours des pistes qui m'arrivent, quasiment quotidiennement. J'en ai encore eu une hier. J'avoue que c'est difficile de travailler sur une affaire criminelle et ça pompe de l'énergie, ça peut être extrêmement négatif. Et il y a des moments où je m'en désintéresse un peu. Par contre, ce qui m'intéresse vraiment toujours, c'est la narration. Les hasards qui sont de plus en plus incroyables. Là, il y en a de nouveaux qui vont arriver. Il y a des trucs que j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible que ça arrive. Ouais, c'est ça en fait. C'est comment une narration s'emballe toute seule sans même que j'ai plus à faire quoi que ce soit, quoi. Oui, ça y est, l'histoire fait partie de votre vie, que vous le vouliez ou non, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aurais aucune raison de m'arrêter, quoi. Aucune. Ouais. Si ce n'est la mort, peut-être. Ça, c'est quelque chose que vous avez dit plusieurs fois en interview. Je m'arrêterai seulement quand je mourrai. Vous y croyez vraiment ? Et si oui, vous y avez cru, est-ce que vous y croyez toujours ? Oui, j'y crois toujours. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode 97 de Cerno, dans lequel vous discutez avec Alice, l'une de vos voisines de palier. Vous venez de lui apprendre qu'en plus d'habiter elle-même dans l'ancien immeuble où vivait Jean-Thierry Mathurin, le complice de Thierry Paulin, sa mère, à elle, vivait dans l'un des immeubles, en tout cas dans la rue où a eu lieu l'un des meurtres de Thierry Paulin. Juste en face. Donc en fait, il y a 2 choses qui me troublent dans cette histoire. C'est que on voit le nom de la victime et ton nom juste à côté. Et dans ce même appartement, en fait, il y a quelque part, tu vis 3 étages au-dessus de là où vivait un des protagonistes de l'affaire. Ouais. Donc t'es indirectement relié à cette affaire. C'est vrai que c'est marrant. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression de cohabiter avec l'affaire de génération en génération. On se passe le flambeau. Sans s'en douter, parce que personne n'a rien vu, personne ne savait rien. Si je t'avais pas parlé de ça, tu n'aurais jamais su. Bah ouais, c'est pour ça qu'il faut créer plus de liens entre les gens au sein de ces immeubles. Essayer de se parler les uns les autres. Est-ce que finalement c'est ça le sujet de Cerno ? C'est le fait qu'à Paris personne ne se parle et qu'il y a un manque de lien social ? Absolument. Et moi j'ai vraiment à cœur de mettre les gens en lien, c'est vraiment ça qui m'anime. On se parle pas beaucoup, on prend pas trop le temps de s'écouter. Et si on le faisait, ce que j'essaie de démontrer finalement indirectement, ce serait beaucoup plus riche, quoi. Combien d'auditeurs vous avez aujourd'hui qui participent au Patreon ? Et est-ce que ça vous permet d'en vivre ? Alors, ils sont à peu près 1200 sur Patreon. C'est pas fou, c'est pas très confortable, mais ça me permet de continuer. Ouais, heureusement qu'ils sont là, sinon j'aurais arrêté, quoi. Je les remercie vraiment. Dans votre travail, vous aussi, vous créez des liens avec des témoins et aussi avec des auditeurs, auditrices, notamment celles et ceux qui participent au Patreon, donc qui financent directement votre travail. Il y a certains auditeurs et certaines auditrices qui se sont carrément mis à enquêter avec vous et pour vous. Vous le dites, vous les mettez en scène dans le podcast. Comment vous gérez cette relation avec les auditeurs, cette relation très proche, parfois, j'imagine, trop proche, des gens qui vous envoient des informations, qui s'emparent de l'enquête, en fait, quelque part à votre place ? Eh ben, j'essaie d'accueillir toujours ce qu'ils me proposent. Alors, parfois, j'ai pas du tout le temps de traiter. Si je devais traiter toutes les pistes qu'on m'envoie, je m'en sortirais pas. Après, j'accueille, quoi. Il y a par exemple, il y a une auditrice qui s'appelle Lisa Doll, qui a habité dans une rue où un crime a été commis. Et elle a commencé à écouter parce qu'elle pensait au début que le meurtre avait eu lieu dans son appartement.
Et donc j'ai fait son portrait, c'est une journaliste qui enquête beaucoup et tout. Et il n'y a pas longtemps, par exemple, elle est tombée par hasard, et on n'a pas encore entendu ça, je ne l'ai même pas encore monté, mais ça va arriver bientôt. Elle est tombée par hasard sur un grand protagoniste de l'histoire, en fait, quelqu'un qui était très très proche des 2 tueurs. Voilà, ça m'est arrivé sans que je le prévoie, sans que j'y croie tout à fait au début. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en fait, voilà, ça fait partie du truc, et j'accueille volontiers, et tant mieux, quoi. Merci beaucoup, Julien Cernobori. Merci Mathilde. Vous l'aurez sûrement compris en écoutant cet épisode, j'aime énormément le travail de Julien Cernobori qui a un sens de l'écoute et une délicatesse que je retrouve dans peu de podcasts. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille bien évidemment de vous lancer dans Cerno l'anti-enquête en partant du début, c'est très important, sans trop vous inquiéter du côté fait divers du pitch de départ puisque le sujet devient assez vite secondaire au sein des épisodes. C'est plutôt une galerie de portraits, une quête de la rencontre à laquelle on assiste telles des petites souris qui suivent Julien Cernobori. C'est magnifiquement réalisé, c'est mis en musique par Théo Boulanger et rien que pour ça, ça mérite d'y jeter une oreille, mais je vous préviens, c'est assez addictif. Et si vous préférez les formats plus courts, tournez-vous plutôt vers Super Héros qui reprend un peu le format de transfert mais avec un côté sériel, un côté feuilleton très bien maîtrisé. Les 2 podcasts de Julien Cernobori, Cerno, C-E-R-N-O, l'anti-enquête et Super Héros sont disponibles sur Slate Audio, notre plateforme de recommandation de podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires ou bien envoyez-nous des photos d'animaux mignons sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, la prise de son par Nina Pareja et Aurélie Rodriguez, qui assurent aussi le montage et la réalisation.